Salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors au départ, je comptais parler d'une trilogie qui s'est enrichie il y a 2 ans d'un quatrième opus qui a été pas mal décrié. Mais je vais garder ça pour plus tard parce que il y a une dizaine de jours, j'ai eu l'opportunité d'aller voir Megalopolis au cinéma, donc le dernier film de Francis Ford Coppola, donc un projet qu'il a porté depuis plus de 20 ans, qu'il a financé avec ses propres deniers. On parle de plus de 120 millions de dollars de budget. Il a vendu notamment ses vignes pour pouvoir financer ça. Et c'est un film, malgré toute attente, malgré toutes les critiques extrêmement négatives que j'ai pu lire, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, malgré des défauts énormes dans la narration, malgré un rythme qui est parfois chancelant, malgré une interprétation qui peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, parce que d'une part, c'est un film de testament d'un cinéaste de plus de octogénaire, plus qu'octogénaire maintenant, et un film qu'il a mûrement réfléchi. Alors peut-être, évidemment, il y a des choses qu'il aurait dû améliorer dans cet ultime film. Je ne sais pas s'il en fera d'autres, parce que malheureusement, le film a un tel échec commercial, à peine 10 millions de dollars de recettes depuis sa sortie, que je ne sais pas s'il va pouvoir s'en relever. Mais en attendant, voilà, j'avais envie de vous en parler, d'où cette vidéo. Alors, pour moi, le dernier grand film de Francis Coppola, c'est Le Parrain 3. Le Parrain 3, dont je possède l'édition, la nouvelle version, donc, qui s'appelait l'épilogue, donc La mort de Michael Corleone. Pour moi, voilà, c'est son dernier grand film. J'aime beaucoup le Dracula qu'il avait fait en 92, mais dans ce Dracula, je trouve qu'il y a un côté un petit peu trop outré, un peu trop théâtral, puis surtout, ça colle un peu trop au roman. Voilà, moi j'attendais un peu plus de ce film. Je me rappelle, je l'avais vu en salle, j'avais été un peu déçu. Je l'ai revu en vidéo, donc je l'ai un peu revu à la hausse, mais voilà, c'est un film que je ne possède pas en vidéo, donc c'est la preuve que finalement c'est un film de Coppola qui m'a pas plus plu que ça. Alors, évidemment, mes premiers films préférés de Coppola, c'est bien évidemment Le Parrain, donc là voilà, donc le coffret des 4 DVD qui étaient sortis, 5 DVD parce que le deuxième film est sur 2 DVD, donc était sorti dans les années 2000. Voilà, donc franchement, une saga absolument insurpassable, indépassable. Moi je trouve que le troisième opus est également une splendeur, il est pas mal décrié. Moi je le trouve tout aussi bon que les premiers. C'est une excellente conclusion donc, à cette histoire de mafia. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit réédité en France la version télé du Parrain qui s'appelait La Saga du Parrain, qui était passée dans les années 80 à la télévision et où Coppola avait remonté les 2 premiers films en les remettant dans l'ordre chronologique, en rajoutant des scènes coupées. Je trouvais que cette version fonctionnait aussi très bien. Mais voilà, et puis évidemment, donc Apocalypse Now, donc là c'est la version Redux, l'édition définitive comme ils disent. Super Blu-ray, franchement, avec le film dans sa version longue, y compris la scène qui avait été coupée, une scène de 45 minutes, qui se passait dans une plantation française, donc vu que le film se passe au Vietnam, mais avant que ce soit le Vietnam, c'était l'Indochine, donc l'Indochine française, et puis surtout il y a le documentaire In Heart of Darkness qui narre cette sorte de making-of absolument monstrueux qui montre la démesure de ce film. Voilà. Donc c'est vrai que je suis très fan de Snow, que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu en version courte, en version longue, enfin toutes les versions que vous voulez, c'est imaginable. Et pour moi c'est un des plus grands films du XXe siècle. Alors j'aime aussi beaucoup sa filmographie des années 80, bon, Coup de cœur, Cotton Club, Peggy Sue s'est mariée, Outsider notamment. Mais celui qui me reste vraiment en tête, un de mes préférés, c'est Tucker. Tucker, c'est clairement le film où le cinéaste se dévoile le plus. C'est vraiment la personne qui est seule contre tous. C'est l'histoire d'un fabricant de voitures qui veut faire des bagnoles de manière différente et qui va se prendre la réalité en pleine face, malheureusement. Un superbe film, franchement, qui avait été produit par George Lucas. Et ce qui montre bien d'ailleurs que vous savez, Lucas et Coppola sont amis depuis des décennies. Et les cinéastes sont finalement assez proches l'un de l'autre dans leur refus de se conformer aux règles d'Hollywood. Mais voilà, ça a mieux réussi pour Lucas que pour Coppola à partir d'un moment. Peut-être que Coppola aurait dû à un moment... Alors, pas faire du cinéma un peu plus commercial, parce qu'il a essayé quand même, mais voilà, peut-être essayer de moins aller contre les studios, et peut-être d'être un petit peu plus, je ne sais pas, un peu plus cool avec les studios, j'en sais rien. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. Voilà. Tucker, malheureusement, c'est un film qui je ne possède pas en vidéo. Je ne sais même pas s'il y a un DVD correct qui existe de ce film. Je sais qu'il y a un Laserdisc MTC qui est sorti il y a plus de 30 ans maintenant, avec pas mal de bonus dessus, mais voilà. En tout cas, je suis par contre beaucoup moins fan de ces films récents, que ce soit Jack, l'idéaliste, L'homme sans âge, bon, parce qu'on voit clairement un cinéaste qui
auxquels les studios ne font pas confiance, qui se retrouvent avec des budgets de plus en plus petits, lorsque, bon, il fait l'idéalisme, bon, c'est tiré d'un roman de Grishtin, on sent bien que c'est un film purement alimentaire, enfin, il y a plus cette flamme qui l'animait, voilà. Donc, il y a eu une grosse exaltation de ma part, mais de la part de beaucoup de gens à l'annonce du projet Megalopolis, parce qu'on savait que c'est quelque chose qui traînait depuis longtemps, très 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 longtemps, et savoir que le film est entré enfin en production, qu'il était enfin en tournage, qu'il allait enfin sortir, bah oui, forcément, cela a produit énormément d'attentes. La réception à Cannes a été catastrophique, j'ai l'impression que personne n'a aimé le film, les premières critiques sont tombées et se sont extrêmement négatives. Et du coup, j'avoue que je suis allé voir le film, pas reculons, mais avec une petite boule au ventre, en disant, bah, ça se trouve, je vais me retrouver devant un métrage totalement raté, une grosse déception. En fait, non. Alors, je vais développer les points forts et ensuite les points faibles. Alors, les points forts, déjà. Moi, je trouve que le visuel est absolument à tomber. Il y a de superbes décors. Il y a un tournage numérique, parce que sans doute la pellicule coûte être chère, qui sublime justement ce côté artificiel des décors. Hein, parce que le film est sous-titré Une fable. C'est clairement pas un film réaliste. Hein, voilà. Il y a de très beaux effets visuels, certains sont un petit peu en deçà des autres, parce qu'au départ ils voulaient utiliser la technique de The Mandalorian, c'est-à-dire projeter donc, les décors sur un écran LED, mais finalement ça coûtait tellement cher qu'ils vont a préféré les bons vieux fonds verts, et c'est vrai que certaines incrustations, bah, elles se voient un peu, sur ton numérique, hein, elles se voient un peu beaucoup. Voilà, on a un New York uchronique qui rappelle la ville, mais pas tout à fait, par Madison Square Garden, bon, où se passe une très belle scène de jeu du cirque, si j'ose dire. On sent vraiment voilà, la patte de quelqu'un qui a réimaginé une ville et qui l'a fantasmé quelque part. Voilà. Les décors aujourd'hui sont extrêmement beaux. Les costumes, pareil. Vu que ça se passe dans la haute société de New Rome, hein, on n'est pas à New York, on est à New Rome, eh bien, voilà, on a l'impression que tout le monde est habillé par des hauts couturiers, hein, du moindre figurant jusqu'aux héros principaux. Voilà. Et une démesure qui rappelle que Coppola, effectivement, c'est le type qui était derrière Les Parrains, qui était derrière qui s'appelle Apocalypse Now, derrière Coup de cœur. Coup de cœur, il me semble qu'il avait recruté complètement Las Vegas en studio. Enfin, voilà, donc vraiment des choses bigger than life, hein, qui renouent avec tout ce qu'il avait fait dans les années 70 et 80. Alors au niveau du scénario, moi je le trouve extrêmement fluide, hein, ça se dévoile peu à peu, et parfois on peut se demander où est-ce qu'il va, hein, mais ça je vais y revenir. Et ça va s'inspirer donc des tragédies de la Rome antique, la Rome finissante, hein, voilà. Donc l'histoire, les noms, les situations de chacun sont calqués sur notamment la conjuration de Catalina, hein, un des grands scandales, hein, si j'ose dire, de la fin de la République finissante, hein, avant l'avènement de l'Empire. Donc on a des acteurs qui sont investis, donc parfois trop, ils ne sont pas tous détestables, comme j'ai pu le voir, l'entendre. Bon, alors à part Claudiao, qui est joué par Shia LaBeouf, donc qui fait un comeback que je trouve moi assez fou, hein, et puis sa pendante maléfique Tatiwo, et ben tous vont évoluer de manière positive. Catalina par exemple, alors c'est joué par Adam Driver, qui est franchement excellent, c'est vraiment un excellent acteur ce type, qui joue dans Star Wars ou qui joue chez Ridley Scott par exemple, c'est vraiment un très bon acteur, et je trouve qu'il choisit très bien ses rôles. Lui va passer d'un personnage totalement égocentrique, centré sur lui-même, alcoolique, drogué, jouisseur, qui n'en a rien à faire du reste des autres, qui pense qu'à son projet, à un personnage beaucoup plus responsable, hein, qui va se mettre plus à la disposition des autres. Voilà. Et pour cela, il devra passer par une épreuve qui va le diminuer physiquement, et puis aussi en découvrant l'amour, hein, avec sa deuxième épouse, donc qui est jouée par Nathalie Emmanuel, l'actrice qu'on a pu voir dans Game of Thrones, hein, c'était l'interprète et l'aide de camp de Daenerys par exemple, et dont alors, je vais spoiler un peu, mais je pense que tout le monde a vu la saison 8, sinon arrêtez-vous là tout de suite, dont la mort va déclencher la fureur finalement de Daenerys à la toute fin de l'avant-dernier épisode. Eh bien, voilà, il va changer complètement. Donc pareil, Nathalie Emmanuel est superbe dans le film, très bien habillée, voilà. Et elle aussi, on va voir sa personnalité évoluer. Alors, on a en fait une belle histoire d'amour qui va profiter aux deux personnages. On peut aussi noter la présence de Talia Shire, qui est la propre sœur du réalisateur, donc qui jouait déjà dans le Parrain, hein, ça jouait une des sœurs Corleone. Laurence Fishburne, qui tout gamin avait joué dans Apocalypse Now, à l'époque il avait beaucoup de cheveux, il avait une belle coupe afro. Voilà. Et puis on peut aussi dire que James Caan aurait dû participer au film, mais bon, il est décédé peu de temps avant le tournage. Hein, on savait que Coppola était fidèle en amitié, là il le prouve une nouvelle fois. Donc voilà, donc tous ces points forts, à mon sens, font que le film doit être vu sur le plus grand écran possible. Alors maintenant, les points faibles. Alors, il y a des points de l'histoire qui ne sont présentés comme essentiels,
dans la bande-annonce notamment. Rappelez-vous, la bande-annonce, on voit Adam Driver qui s'avance au-dessus du vide, hein, il sort d'une fenêtre du Chrysler Building, et il fait « Temps, arrête-toi », et effectivement le temps s'arrête. Bah, finalement, c'est quasiment pas utilisé dans le film. C'est un peu dommage parce que ça fait pas avancer l'histoire. On a un personnage gymnique qui est là peut-être pour faire beau, je ne sais pas. Ou alors, il y a... Je pense que le film a été un petit peu amputé au montage. Bon, ça, on saura ça sans doute plus tard. En fait, on aurait même pu se passer de ça, hein, parce que finalement, je vous dis, ça sert pas à grand-chose. Il y a certaines motivations, des attitudes qui ne sont pas expliquées. Voilà, comme si le film avait perdu une partie de son métrage, hein, au montage. Les éléments fantastiques qui ne servent finalement pas à grand-chose, si ce n'est, bon, à un moment, à réparer le visage d'Adam Driver. Voilà. Et on a vraiment l'impression, voilà, je le redis, je me répète, d'un film qui malheureusement a perdu une partie de sa consistance, hein, sur la table de montage. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il y a certains points qu'on aurait préféré voir mieux explicités ou approfondis, d'autres, bon, sur lesquels je pense qu'il n'aurait pas forcément été aussi utile de s'insister aussi pesamment. Le rythme est en dents de scie. Alors l'histoire va parfois s'accélérer, après un long moment où on a l'impression qu'elle fait du surplace, et puis il y a des péripéties qui semblent très très importantes et qui vont se résoudre de manière extrêmement rapide. Par exemple, à un moment, donc, Catalina est accusée d'un crime assez abominable, et on pense que cette accusation, eh bien, va peser sur tout le dernier acte du film, et en fait non, c'est résolu en quelques minutes, mais de manière presque magique. Et c'est à la fois, je trouve, frustrant et décevant. Voilà, c'est vraiment dommage, ce côté, on va dire, montagne russe, hein, par rapport au métrage. Et il y a d'autres aspects qui ne sont pas expliqués. Alors pourquoi est-ce que le maire il voue une telle haine à César Catalina? Pourquoi est-ce qu'il est intervenu dans l'enquête sur la mort de sa première épouse? Quelle est la vraie nature de cette reconstruction de New Rome? Voilà, tout un partie d'aspects de film de l'histoire qui malheureusement sont trop restés dans l'ombre. Hein, voilà. Enfin, il est clair que parfois l'aspect théâtral des dialogues, bah, ça peut rebuter, hein, voire agacer. Mais La Journée, on n'est pas dans un film classique. Le film est sous-titré une fable. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant et amusant, c'est que les gens se plaignent qu'on nous propose uniquement des remakes, des séquelles, des préquels, des spin-offs, des adaptations de comics, des romans pour ados, enfin bref, zéro prise de risque. Hein. D'ailleurs, cette année, les 10 plus grosses recettes mondiales, ce ne sont aucun film original. Il y a Deadpool, il y a Moi chez Méchant 4, il y a Vice Versa 2, il y a La Planète des Singes numéro 4, voilà. Il n'y a pas un film original. Voilà. Le dernier film original de grande influence, de grande envergure plutôt, c'est quoi? Est-ce que c'est Inception? Et encore, même Inception, hein, en 2010, il y avait l'influence du manga Paprika qui était là. Voilà, donc il est dommage que quand on propose quelque chose de totalement différent, eh bien le public boude ce métrage. Alors pour des raisons que je viens d'évoquer, hein, effectivement, un rythme en dents de scie, une histoire qui ne tient pas forcément ses promesses, des personnages un peu trop grandiloquents pour Big on My Life, mais bon, je trouve c'est dommage, hein, de passer à côté de ça. Et puis aussi un autre petit souci, alors qui est mineur par rapport à ce que j'ai dit, eh ben, je trouve que Coppola aurait dû également se concentrer sur l'aspect humain et populaire de sa New Rome. Hein, il ne s'intéresse qu'à l'élite, ce qui donne effectivement par moments des scènes complètement démesurées, des scènes de danse notamment, dans une boîte de nuit où là on a l'impression de voir un clip. Le film est parfois très clipesque d'ailleurs, hein, bon, ce qui montre que 83 ans, 84 ans, je ne sais plus quel âge a Coppola, on peut quand même modifier sa mise en scène. Alors qu'on aurait aimé voir un peu plus, eh bien, les répercussions, les actions des puissants, justement, sur le petit peuple de New Rome. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. En fait, je pense qu'il a manqué à Francis Coppola quelqu'un pour l'épauler, hein, sur le film. Voire même, alors si j'aime pas trop ce terme, mais le contrôler un petit peu, lui permettre, ça aurait permis de faire un film qui aurait été peut-être plus accessible. Hein, même si, contrairement à ce que j'ai pu lire, le métrage il est très compréhensible. Hein. Ceux qui disent c'est incompréhensible, non, c'est totalement faux. L'histoire se suit pour peu qu'on fasse un petit effort. Alors, peut-être que là aussi, les gens sont tellement habitués à ce qu'on leur mâche tout le travail, qu'on balance du fan service à tire-larigot, qu'on leur explique pendant 10 minutes pourquoi tel personnage a fait telle action, que ça les a peut-être un peu décontenancés. Voilà. Mais globalement, voilà, il aurait fallu quelqu'un peut-être pour le guider, je pense, hein, pour le guider, un peu comme il y avait quelqu'un qui le contrôlait légèrement, hein, sur Le Parrain, et même sur Apocalypse Now, hein, même si le film est devenu tellement incontrôlable, à un moment, hop, il y a eu, notamment avec le montage et compagnie, il a bien fallu raccrocher les wagons et faire quelque chose de présentable pour l'amener à Cannes, voilà.
Il y a également bon, certaines scènes de sexe, je trouve un peu gratuites, bon, pas super intéressantes. Hein, voilà. Mais globalement, Megalopolis, on va dire, c'est un grand film malade. C'est un film qui est très bien et qui aurait pu être beaucoup mieux hein, grâce à l'éviction des défauts que je viens de dire. Mais dans l'état, c'est pas du tout un navet, hein, c'est pas un film raté de A à Z. Hein, c'est Testament, donc un vieil homme qui a mis toute sa fortune. À un moment, il faut là aussi se dire, le mec, il a balancé tout ce qu'il avait pour faire un film. Qui d'entre nous pourrait faire ça, très franchement? Il a mis toute son énergie, hein, il a dû également affronter la mort de son épouse pendant le tournage, mais au final, il n'est pas récompensé. Voilà. Et moi, je peux comprendre le rejet du film, hein, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le dis, je regrette également le manque de curiosité du public. Parce que vraiment, c'est un pied de nez, effectivement, au studio, ça c'est sûr, mais c'est également un appel au public en disant, regardez, on peut faire des films de manière différente, on n'est pas obligé de faire des blockbusters d'action, de séquelles, de spin-off et compagnie, on peut également faire autre chose. Voilà. Donc décidément, après l'échec de Furiosa, on peut se dire que 2024, il est un peu cruel hein, pour ceux qui aiment le cinéma, on va dire, moins formaté. Voilà. Donc moi j'ai hâte de redécouvrir ce film donc, en vidéo, hein, surtout maintenant je sais où va l'histoire, hein, j'ai hâte de pouvoir le revoir, de me reconcentrer sur les détails, hein, parce que je continue à penser que c'est un film qui aurait mérité un meilleur sort. Alors pourquoi en vidéo? Parce que évidemment il est déjà plus à l'affiche, hein, je veux dire en bout de 2 semaines, hop, quasiment tous les cinémas l'ont déprogrammé. J'ai vu le film dans la salle, on était 3 personnes dans la salle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une salle qui contient 120 places. Bon, c'était un dimanche matin, certes, mais une énorme déception ce point de vue-là. Voilà, donc si vous êtes curieux, si le film passe près de chez vous, n'hésitez pas à mettre quelques deniers hein, pour aller voir Megalopolis. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que je vous assure, c'est un film qui ne peut pas laisser indifférent. C'est pas un film qu'on peut regarder comme ça, en faisant autre chose, en jouant à Candy Crush, en mangeant du popcorn. C'est vraiment un film qui mérite qu'on s'investisse un peu dedans. Et c'est pas du tout élitiste ce que je dis. Moi j'adore hein, les blockbusters, les suites, les remakes. Hein. Il suffit de regarder un peu ce qu'il y a sur la chaîne hein, ou ce que j'ai derrière moi sur mon étagère. J'adore ce genre de film. Mais j'aime bien effectivement de temps en temps être un petit peu bousculé dans mes habitudes, d'être un petit peu qu'on me propose quelque chose de différent. Voilà. Donc si vous aimez le cinéma différent, n'hésitez pas à aller voir Megalopolis. Hein. Peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que de dire voilà j'ai claqué 10-12 euros pour rien. Mais au moins, vous aurez fait l'expérience d'un cinéma totalement différent. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et là, promis, cette fois-ci, on parlera bien de Matrix, parce que oui, c'est de la quadrilogie Matrix que je voulais vous parler ce matin. Allez, salut!